Nous sommes dans le site publicain1.free.fr, publicain AIN avec un 1 au bout, dans une série de leçons qui visent à préparer et à comprendre ce que c'est que le mariage, et en particulier le mariage sacramentel chrétien. À l'occasion de l'élection de François Hollande en 2012, je voudrais ajouter une leçon à propos d'une loi qu'il désire faire passer dans son programme, à savoir une loi sur l'adoption d'enfants par des couples homosexuels. Et je voudrais aborder de manière la plus précise possible, autant que faire se peut, deux parties à cette approche. D'abord, une approche d'ordre psychologique. Ça veut dire qu'il faut se poser les questions du bien de l'enfant, de savoir si de telles adoptions ont ou auront des conséquences par rapport au développement de l'enfant. Et deuxièmement, la position de l'Église catholique par rapport à cela, la position qu'elle estime être celle du projet de Dieu lors de sa création. Ce sont donc deux approches qui sont à la fois complémentaires et bien séparées, parce que la première approche va se fonder uniquement, autant que faire se peut, sur l'expérience, c'est-à-dire l'observation des enfants, avant même que l'expérience de couples ayant adopté et ayant porté des enfants jusqu'à l'âge adulte soit vraiment réalisée de multiples fois. Et deuxièmement, une approche de théologie, et qui là se réfère à une révélation crue par les chrétiens concernant le projet de Dieu sur l'humanité. Alors pour ce qui est de la première approche, fondée sur l'expérience, je dirais qu'il est difficile d'utiliser actuellement des études qui soient de type scientifique, parce que cette question du mariage homosexuel et de l'adoption homosexuelle est l'objet de nombreuses passions de part et d'autre, de part de ceux qui sont pour le mariage homosexuel et l'adoption et de part de ceux qui sont contre, qu'il est très difficile d'avoir des chiffres objectifs. Il y a eu des tentatives d'études et on voit que selon le milieu et la conviction a priori du milieu qui les suscite, eh bien les conclusions seront absolument différentes, ce qui montre que ces études n'ont aucune valeur d'ordre scientifique. On ne peut d'ailleurs pas vraiment faire d'études statistiques. C'est très difficile de juger du bien-être d'un enfant comme cela, en posant des questions statistiques, sachant que les questions souvent biaisent les réponses. Par contre, il est possible, de manière philosophique, en observant simplement la nature des enfants, leur développement, et ceci dans une expérience qui est millénaire, de pouvoir se poser la question de ce que sera une influence comme cela, à savoir une adoption par des couples de même sexe. Et donc la première chose qu'il faut manifester, c'est est-ce que les enfants, dans leur âge petit, ont besoin de certaines choses qui seraient universelles. Ça veut dire qu'ils en auraient besoin à 100% des cas. Lorsqu'on se penche sur l'expérience, sur l'observation des enfants à travers le monde, on se rend compte qu'en fait les modèles familiaux sont nombreux, divers, mais qu'il y a une chose qui visiblement est absolument nécessaire, sans quoi les enfants marqueront d'une façon ou d'une autre un déséquilibre. Je veux dire par là que dès la naissance et dans le développement qui va suivre, les enfants ont besoin de deux modes d'amour complémentaires. Je n'ai pas parlé ici d'un amour porté par un homme ou par une femme. Je parle simplement de deux modes d'amour complémentaires. Un amour qu'on pourrait qualifier de tendresse, un amour qui va entourer l'enfant, le câliner, lui montrer à quel point on y tient. Et d'autre part, un amour qu'on pourrait qualifier d'autorité, qui va mettre des repères à l'enfant, qui va l'empêcher de suivre ce qu'il suit au point de départ, à savoir son plaisir, sa recherche exclusive de plaisir, et ce, dès la petite enfance. Cependant, attention, ces deux amours complémentaires ne sont pas séparés l'un de l'autre. Je dirais plutôt qu'ils sont unis, un petit peu à la manière dont le schéma du taoïsme, le yin et le yang, l'exprimait. Ça veut dire qu'il y a une intercompénétration, il y a une complémentarité.
Ce n'est pas une autorité qui serait sèche et sans tendresse, et ce n'est pas non plus une tendresse qui serait sans autorité. Je dirais que l'observation des dérives de l'éducation, depuis par exemple 2 siècles en Europe où elles sont bien connues, ont montré 2 extrêmes qui ont été dommageables aux enfants. Au XIXe siècle, par exemple, on a vu très fortement une méfiance par rapport à l'amour de tendresse, au prétexte qu'il amollirait les enfants, qu'il ne permettrait pas leur développement d'adultes. Et donc, on avait très souvent insisté sur l'amour d'autorité, fixer des repères aux enfants, mettre de la discipline, les structurer dans l'obéissance et leur faire acquérir des vertus souvent plaquées de l'extérieur sur eux. Dans un tel contexte, le fait que parfois il y ait eu des manques d'amour, eh bien, on a vu se développer chez des enfants devenus adultes de véritables refoulements. Ils fonctionnaient dans l'apparence, ils avaient une apparence de vertu parfaite, et en réalité, à l'intérieur, il y avait de véritables dégâts, que d'ailleurs la psychanalyse de Freud a décrit, même si elle l'a analysé selon des concepts dont beaucoup sont idéologiques, c'est-à-dire ne correspondent pas à la réalité. En réalité, ce qu'il a manqué à ces enfants, à cette période-là, c'était de beaucoup de tendresse qui les structurait dès le départ. À l'inverse, à partir des années 60, je dirais, dans un refus, dans un rejet passionnel de ce qu'avait fait leur père, on a vu se développer une conception de l'éducation chez de nombreux parents qui exaltait l'amour de tendresse et qui rejetait véritablement tout ce qui était amour d'autorité. D'où les débats sempiternels qui identifiaient par exemple l'autorité, qui peut s'exprimer parfois par une fessée, à la violence volontaire. Cette période, qui n'est pas encore terminée et dont les acteurs sont encore au pouvoir actuellement, cette période s'est développée jusqu'à maintenant. On a vu se développer cette méfiance par rapport à l'autorité, qui est un amour, comme je l'indiquais, à travers toutes les données de la société occidentale. Par exemple, lorsque un divorce se produisait, l'enfant était la plupart du temps confié à la maman, parce qu'on se méfiait de ce que pouvait vouloir faire un père avec son autorité. On estimait que l'amour de tendresse était le seul qui était nécessaire. Je me rappelle même de certaines réflexions qui avaient été faites à un moment donné dans des émissions de radio à propos de jeunes de banlieue qui détruisaient tout. Et un acteur de cette période-là, qui intervenait, comme spécialiste sans doute, disait « Si mon fils faisait ça, s'il mettait le feu à un bus comme l'a fait ce jeune, je me demanderais à quel moment il a manqué d'amour. » Et donc cet acteur ne voyait pas qu'en réalité, l'amour souvent avait été présent par des mères qui l'avaient exercé. Mais ce qui avait manqué, souvent dans des couples déchirés, divorcés, ou alors chez des pères qui n'osaient plus exercer l'autorité en Europe, c'était cet amour complémentaire d'autorité qui met des repères et qui structure l'enfant pour qu'il devienne adulte. Donc je dirais que universellement, chez le petit enfant, et cela s'exerce dès la naissance, adapté évidemment au mode de l'enfant, il y a un amour d'autorité qui fait que l'enfant sait qu'il n'est pas le maître, et un amour de tendresse qui fait qu'il sait qu'il est accueilli. Et il le sait avant même que sa conscience ne se développe. Il le sait dans la phase de pré-éducation, ça veut dire de 0 à 2 ans. C'est comme une sensation intime, qui est d'ailleurs commune au développement des petits animaux supérieurs, des mammifères. On le voit parfaitement chez les petits chiens, où la maman exerce non seulement sa tendresse, mais son autorité quand il le faut, adaptée à la croissance du petit. Alors évidemment, cet amour d'autorité, cet amour de tendresse n'est pas uniquement ce qu'il faut à l'enfant, et son éducation serait finie. Lorsque arrive l'âge de raison, et même avant, lorsque les premières questions se posent, fondées sur la pré-éducation, tendresse et autorité, l'enfant va recevoir des repères dans son intelligence, des valeurs. Il va structurer, avec l'aide de l'enseignement de ses parents, de leur éducation, il va structurer une hiérarchie du bien et du mal, du vrai et du faux. C'est quelque chose d'essentiel. Et je dirais qu'il y a des valeurs qui sont objectivement premières. Je veux dire par là que si des parents disent à leurs enfants que la valeur première, c'est l'apparence mondaine,
Par exemple, le fait de se tenir bien à table, et qu'il y a là l'alpha et l'oméga des valeurs. C'est quelque chose qui ne correspondra pas à la nature humaine. Si au contraire, ils leur disent que la valeur suprême, ce sont les personnes humaines, parce qu'il n'y a pas plus grand bien qu'une personne humaine, et qu'elles doivent être respectées. Et donc, il y a une vertu qu'on pourrait appeler l'honneur, la droiture de cœur, qui gère cette relation aux personnes humaines. Parce qu'on ne peut pas non plus faire n'importe quoi au service de ceux qu'on aime. On ne peut pas tuer, par exemple, un innocent pour aider sa famille. Ce n'est pas une morale de la mafia. C'est une morale véritablement d'un cœur droit, et cette morale, dans toutes les sociétés, elle s'est imposée naturellement comme correspondant à l'homme. De même, il ne faut pas négliger, pour un enfant en développement à l'âge de raison, les questions métaphysiques. Ça veut dire les questions concernant le sens de la vie. Qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Est-ce que cette vie a un sens après la mort ou pas? Je dirais qu'actuellement, où beaucoup d'éducation se sépare complètement de ces questions-là, eh bien on voit, en se demandant pourquoi, on voit se développer des jeunesses extrêmement angoissées. Extrêmement angoissées parce que l'homme ne vit pas seulement de pain, de valeurs horizontales et humaines, mais il vit aussi de questionnements par rapport au sens profond de sa vie. Il a besoin de réponses. L'homme est naturellement un animal qui se pose des questions religieuses. Alors voilà comment je décrirais ce qui est naturel au petit homme dans son développement. Maintenant, on constate que autour de nous et partout dans le monde, ces enfants ont pu se développer de manière équilibrée autour de nombreux modèles familiaux. Je ne dis pas ça pour faire polémique, je le constate. On peut dire que la philosophie, elle se fonde sur l'expérience. Par exemple, on constate actuellement en Europe qu'il y a des couples séparés, des enfants élevés par leur mère seule. Et que, lorsque la mère arrive à exercer sa tendresse, son autorité, à donner les valeurs à l'enfant, eh bien l'éducation peut être vraiment réussie. On le constate, c'est un fait. Mais on constate aussi que ce sont dans ces milieux-là où la mère est souvent seule à élever l'enfant, donc dans des couples séparés, mais aussi dans des milieux où c'est le père tout seul qui le fait, qu'il y a le plus de difficultés pour les enfants. Ça veut dire qu'il y a un nombre plus grand, statistique, d'échecs de l'éducation. Tout simplement parce que des mères seules peuvent se faire facilement déborder par des enfants, parce qu'elles ont par exemple exercé ce qui leur correspondait, l'amour de tendresse, et pas assez fort, et pas assez aidé l'amour d'autorité. L'amour d'autorité qui, on le constate, souvent est davantage porté par le rôle du père. Cependant, on constate aussi que dans la société occidentale européenne, depuis 40 ans, les pères n'osent pas toujours jouer leur rôle. Et que le modèle que les mères ont d'un père, c'est comme une deuxième mère, une mère bis, qui donne de l'amour de tendresse et qui n'exerce pas l'autorité. Alors on voit dans ces familles qui ne sont pas séparées, on voit se réaliser les problèmes que j'indiquais, à savoir l'amour est là, l'amour de tendresse, et les repères, l'amour d'autorité n'est pas assez présent. C'est pourquoi j'insiste pour dire que je crois que universellement, ce dont ont besoin les enfants pour se développer raisonnablement, c'est un amour de tendresse, un amour d'autorité, des repères lorsqu'ils grandissent. Alors maintenant, la question que je voudrais me poser, c'est celle-ci. Est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est à 100% vrai que l'amour de tendresse sera plutôt exercé par la maman et l'amour d'autorité plutôt exercé par le papa? Eh bien, force est de constater que ce n'est pas à 100% vrai pour le coup. Si ce que j'ai dit précédemment était universel, c'est-à-dire que je ne trouve pas de contre-exemple d'enfant parfaitement équilibré, sauf s'il se reprend lui-même par sa force de caractère à l'adolescence, qui n'ait pas été aimé, qui n'ait pas eu de repères. Il y a là un manque véritable. Par contre, je constate que des enfants qui ont été élevés dans plusieurs types de structures familiales, mais avec l'autorité et la tendresse, et les valeurs après, eh bien, ont pu être équilibrés. On le voit, comme je le disais, chez ces veuves de la guerre 14, chez ces mères célibataires actuelles dans certains cas. Cependant, ce qu'on constate aussi, c'est que la nature
l'observation de la nature même de l'homme et de la femme, de leur complémentarité, semble indiquer que le rôle naturel de la maman est plutôt, pas à 100%, mais est plutôt du côté de la tendresse, d'une force qui s'exerce dans la patience, dans la durée. Et son cœur la porte à prendre ses enfants dans ses bras quand ils pleurent, quand ils sont tombés. Attention, quand je dis son cœur la porte, je ne parle pas du cœur de toutes les mamans, mais je parle de 80%. Ça veut dire que je suis aussi en train d'aborder des cas généraux et non pas des cas universels. De même, la force du papa, sa nature habituelle, ça va être de faire que son enfant devienne un adulte. Et je dirais qu'il a une voix plus grave, une carrure plus solide, et qu'il est davantage porté par sa psychologie à exercer l'autorité, la force dans l'autorité qui agit ponctuellement. Cette chose que je constate là n'est pas propre à l'homme, même si, comme je le disais, il y a une certaine souplesse dans la description. Des expériences ont été faites, par exemple, chez des animaux. Je me rappelle cette expérience qu'on m'avait racontée par rapport à des petits félins, des chats. On mettait sur une planche de frigolite, c'est-à-dire de polystyrène, dans une piscine, de telle manière qu'elle ne puisse rester sur cette planche de frigolite que si elle ne dormait pas, une petite chatte. Et sur une autre planche, un chat mâle. Et on observait la durée qu'ils allaient pouvoir tenir sur cette planche sans, à un moment donné, sauter à l'eau, alors qu'ils répugnent de sauter à l'eau pour arriver à dormir. Eh bien, on constatait que la durée des femelles était beaucoup plus forte, donc que leur force était plus dans la durée, alors que le chat mâle en avait assez beaucoup plus tôt. On constate la même chose chez l'être humain. Par exemple, lorsqu'arrive l'épreuve du divorce, eh bien, on constate que les femmes, certainement, souffrent autant que les hommes, mais que les femmes se sortent mieux de cette épreuve-là que les hommes. Il y a beaucoup moins de tentatives de suicide, il y a beaucoup moins de déchéances, de fait de sombrer dans l'alcool, etc. Les hommes s'écroulent beaucoup plus facilement. Comme si la femme durait plus facilement dans l'épreuve qui dure, tandis que l'homme, lui, ce qu'il affronte, c'est l'épreuve immédiate, la contre-attaque, par exemple, de défense. Eh bien, ce que je décris là est valable aussi par rapport au rapport avec les enfants. Je veux dire par là qu'on observe de fait que lorsqu'il s'agit d'éduquer patiemment, de faire les devoirs, de passer du temps avec un enfant malade, en général, donc ce n'est pas encore du 100%, mais disons à 80%, les mamans sont davantage présentes et les papas s'impatientent plus tôt. Et on constate par contre, lorsqu'il s'agit de mettre les sanctions, d'élever le ton, de calmer une ambiance familiale qui serait délétère, les papas ont davantage ce sens-là. Si bien qu'on voit que, naturellement, il y a comme une complémentarité de grâce psychologique entre le père et la mère, mais avec une grande souplesse. Je veux dire par là que lorsqu'un père ne fait pas ce travail-là, eh bien, la mère, naturellement, elle va prendre l'autorité. Et lorsqu'une maman ne donne pas de tendresse, les pères, naturellement, vont avoir tendance à compléter la mère en donnant de la tendresse. Cette souplesse, on la remarque, mais on remarque aussi qu'il y a une orientation de la psychologie des pères et des mères dans un rôle complémentaire dans l'éducation qui correspond très exactement à ce que j'avais dit tout à l'heure sur les besoins d'un petit enfant en amour de tendresse et en amour d'autorité. Alors qu'est-ce que ça veut dire cela ? Eh bien ça veut dire que à la fois la nature humaine implique une souplesse et à la fois il y a une nature humaine. Une nature humaine qui fait que normalement, naturellement, de même qu'un homme et une femme font ensemble un enfant, de même, ils l'éduquent naturellement ensemble, dans des rôles qui ne sont pas cloisonnés, comme je le disais tout à l'heure, mais qui sont véritablement complémentaires malgré tout, avec la souplesse que j'indiquais. Donc ce que je décris là n'a rien à voir avec le fait de cloisonner le père et la mère dans des rôles, comme le feraient par exemple les intégristes religieux, les talibans, où la mère est cloisonnée à la maison, elle est voilée, qu'elle a le pouvoir d'autorité à l'intérieur de la maison, et que le père
il a pouvoir sur toute la famille et c'est lui qui va à l'extérieur. C'est pas ça du tout, la nature humaine. C'est beaucoup plus souple. Mais ce n'est pas non plus le rejet complet qu'on a vu se développer à partir de mai 68 et dans la philosophie, par exemple, existentialiste, le rejet complet de toute nature humaine, comme si la nature humaine, elle était simplement inventée par la culture. Je veux dire que mai 68, qui a voulu nier cette différence de psychologie ayant une base génétique chez l'homme et la femme, eh bien, au bout du compte, elle a abouti à quoi ? À ce que cette différence, elle revient en force dans les nouvelles générations qui ne connaissent pas les combats des féministes historiques. Les femmes et les jeunes filles de notre époque restent fondamentalement et en général, donc pas toujours, mais en général, attentives à tout ce qui est relations humaines. La famille pour elles est centrale. Les enfants ont une importance très grande. C'est ce qui explique que même à notre époque, malgré les tentatives pour mettre une égalité absolue et parfaite dans les salaires des hommes restent à poste égal toujours supérieurs. Quelle est la raison profonde de cela ? Eh bien, les patrons constatent très souvent que les hommes, lorsqu'il y a des réunions le soir, qu'il faut sacrifier sa vie de famille, ils sont très souvent davantage là. Et que les femmes ne sont pas assez folles, je dirais, pour sacrifier entièrement leur vie privée à leur vie professionnelle. Du coup, dans le cadre de la vie professionnelle, eh bien forcément, elles seront moins présentes dans ces réunions en question. Et elles se dévoueront aussi davantage à leurs enfants malades. Elles prendront des congés pour mettre au monde les enfants. Eh bien les patrons, ils le constatent expérimentalement et ils répercutent ça sur les salaires. C'est une chose qui ne devrait pas exister, mais qui manifeste véritablement des effets extérieurs d'une différence, je dirais, de sensibilité et de passion entre les hommes et les femmes. Les femmes se passionnent véritablement pour leur famille et dans le cadre de leur famille, pour leur métier. Et les hommes, souvent, se passionnent pour leur métier et ils mettent le revenu de leur métier au service de leur famille. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure maintenant à partir de ces données préalables, dans la mesure où elles sont évidemment expérimentées et acceptées par l'auditeur? Qu'est-ce qu'on peut conclure? Qu'est-ce qu'il se passera lorsque François Hollande fera passer sa loi sur l'adoption par des couples homosexuels? Est-ce qu'on peut dire que les enfants qui seront élevés dans le cadre de familles homoparentales, donc soit par deux hommes, soit par deux femmes, est-ce qu'on peut dire qu'ils seront forcément déséquilibrés? Eh bien, je dirais que la réponse, on peut la tirer des prémices que j'ai données. À savoir que si des couples homosexuels peuvent véritablement donner à l'enfant les deux amours que j'ai indiqués, l'amour de tendresse et l'amour d'autorité, s'ils peuvent leur donner des repères lorsqu'ils se développent dans l'âge de raison, eh bien, tout indique que les enfants s'en sortiront relativement bien, puisqu'on constate que c'est la même chose lorsque des enfants sont élevés par des célibataires ou des personnes divorcées. Je veux dire par là que, à condition de recevoir les besoins que j'ai indiqués, les choses relativement se passent bien, parce que c'est l'essentiel de ce dont a besoin un enfant qui a dans sa psychologie tout de même une certaine souplesse. Cependant, on doit remarquer aussi que deux pères ou deux mères ne peuvent pas, malgré tous leurs efforts pour exercer les deux amours que j'ai indiqués, remplacer l'amour de tendresse d'une mère ou l'amour d'autorité d'un père. Je veux dire par là qu'une deuxième mère qui a de l'autorité, ce n'est pas un père. Et qu'un deuxième père qui a de la tendresse, ce n'est pas une maman. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Ça fait partie de la structuration naturelle des enfants qui se détermine, qui s'organise dans sa psychologie en fonction du fait que ses parents ont un sexe différent et complémentaire. C'est quelque chose qui certes a une partie culturelle. Les enfants verront les autres enfants avec un papa et une maman. Mais ça a certainement aussi une partie naturelle,
C'est quelque chose d'inné dans l'enfant. Et on voit les choses se mettre en place très tôt. Les psychanalystes freudiens racontent comment les petits-enfants, dès qu'on leur parle d'un petit animal, est-ce que c'est une fille ou est-ce que c'est un garçon? Ou un bébé, est-ce que c'est une fille, est-ce que c'est un garçon? Ils se structurent naturellement, comme cela. Alors on a vu, toujours dans la perspective de mai 68, des dérives absolues se mettre en place pour nier cette altérité naturelle des sexes. Je me rappelle de cette chose qu'on voit en Hollande où un couple de parents ont décidé de ne pas révéler le sexe de leur enfant à l'état civil et aux petits camarades de classe, si bien qu'ils lui ont mis un nom qui est neutre, de telle manière qu'il choisisse son sexe à l'adolescence. Il ne s'agit pas d'un enfant hermaphrodite, il s'agit d'un enfant qui est un véritable petit garçon ou une véritable petite fille, naturellement formée. Quand je décris une chose comme cela, évidemment, tout le monde voit naturellement, ça saute aux yeux, la dérive, l'excès qu'il peut y avoir là-dedans. Eh bien, par rapport à l'adoption homosexuelle, je dirais que les intelligences ne voient plus tellement la dérive qu'il peut y avoir là-dedans aussi. Je veux dire par là que, en réalité, en ne regardant que l'aspect qui est vrai, à savoir les enfants se développeront face à l'amour d'autorité, de tendresse et aux repères. On en vient à oublier l'aspect naturel, inné, à savoir que les enfants se structurent aussi en se confrontant à l'altérité des sexes. Alors évidemment, tous les couples homosexuels ne sont pas aveugles par rapport à cela. Et très souvent, lorsqu'ils réclament l'adoption, ils disent « mais nous veillerons à mettre des repères masculins autour de l'enfant ». Et c'est vrai que s'ils veillent à mettre des repères masculins, les enfants peuvent véritablement, à ce moment-là, se structurer sous ce rapport-là qui est tellement indispensable. Je me rappelle par exemple de mon beau-père qui me racontait que sa mère, vivant seule et l'élevant seule dans son enfance, le père ayant disparu, eh bien, c'est le père de sa mère qui, pourtant n'avait vécu que jusqu'à son âge de 10 ans, qui avait simplement joué le rôle de père sans parler, uniquement par le modèle qu'il donnait. C'était un homme qui était très travailleur, un maçon, et il lui avait appris simplement à fabriquer des petits objets en bricolant. Eh bien, cette présence paternelle avait joué le rôle paternel, vraiment, sur cet enfant, qui avait donc donné un adulte très équilibré. Très équilibré, oui, avec cependant une grande souffrance par rapport à l'absence de son père durant son enfance, à cette absence affective d'une famille qui pouvait l'entourer. Je veux dire par là que le divorce lui-même n'était pas anodin. Eh bien, on peut prévoir que si l'autorité et l'amour sont donnés, comme je l'indique, les enfants développeront un certain équilibre, mais que, comme il n'y aura pas pour ces enfants adoptés une maman de substitution à la maman biologique, ou un papa de substitution au papa biologique, un papa adoptif, un papa du sexe masculin, une maman qui est une vraie maman du sexe féminin, eh bien on peut prévoir qu'il y aura à l'adolescence des difficultés majeures. Déjà, actuellement, lorsque l'adolescence se passe dans une crise, on voit les enfants adoptés qui ont comme un besoin viscéral de retrouver les racines biologiques de leur origine. C'est pourquoi, lors de l'accouchement sous X, en France, on a modifié la loi, devant la souffrance de ces enfants, de telle façon qu'à 18 ans, si les parents biologiques le veulent et si l'enfant le veut, ils puissent se revoir. On a modifié la loi de telle façon que l'identité des parents biologiques ne soit pas perdue, en constatant les graves problèmes d'ordre identitaire que les enfants avaient. Et donc on peut tout à fait prévoir à l'avance que lorsque ces enfants, confrontés cette fois à l'absence d'une vraie maman, lorsque c'est un couple homosexuel d'hommes, d'un vrai papa, lorsque c'est un couple homosexuel de femmes, auront leur adolescence, ils passeront par une crise assez forte, plus forte certainement, que celle qu'on voit chez les enfants adoptifs dans des couples hétérosexuels actuels. Ma crainte n'est pas tellement du côté du regard des autres. On dit souvent, quand les autres à l'école verront qu'il est élevé par un couple homosexuel, ils se moqueront, etc.
Je ne crois pas du tout en cela. Les choses évoluent et les enfants peuvent être tout à fait respectueux quand ils ont grandi un petit peu. C'est vrai que dans les écoles primaires et quelquefois en collège, ils sont capables de cruauté. Ce que je vois surtout, c'est ce rapport de structuration d'un petit enfant par rapport au fait qu'il est confronté à deux sexes, mais deux sexes qui sont son papa et sa maman. Et cette chose-là, je crois qu'on ne pourra jamais le faire disparaître parce que c'est naturel à l'enfant. On aura beau, avec la philosophie de mai 68, la philosophie de Sartre, dire que tout ça c'est culturel, que c'est une question simplement d'habitude, qu'on forme les enfants comme ça et donc ils deviennent comme ça. Je crois qu'on se leurre. Il y a véritablement, dans la réalité de l'être humain, cette confrontation à l'altérité des sexes. Et donc, comme on ne peut pas lutter contre la nature, on peut prévoir que, après le passage de ces lois, peut-être 40 ans, 50 ans plus tard, elles seront universellement supprimées. On a déjà vu dans l'histoire des phénomènes comme ça se produire. Et on a vu, en général, quelque temps plus tard, un retour de bâton se produire, parce que la nature revient au galop. Alors voilà comment je terminerai cette analyse de psychologie, plutôt de philosophie, puisqu'elle est fondée non pas sur des études statistiques, comme le fait la psychologie clinique actuelle, elle est fondée plutôt sur le bon sens, l'observation philosophique des enfants, des parents, des multiples familles qui nous entourent. On constate aussi que cette analyse, elle n'est pas en blanc et noir, pas du tout. Lorsqu'on est en philosophie et que se confronte au réel, le maître, c'est le réel. Et donc, on peut constater que certaines choses se passeront bien et que sous d'autres aspects, certaines choses se passeront mal. C'est pourquoi, en tout cas, pour ma part, comme philosophe, je dirais, je suis absolument opposé à une loi qui autorise l'adoption, non seulement par des couples homosexuels d'ailleurs, mais aussi par des célibataires. Alors évidemment, je ne remets pas en cause des cas particuliers. Par exemple, imaginons un papa et une maman qui meurent dans un accident de la route. La famille la plus proche, c'est la tante qui est célibataire. C'est évident que les enfants doivent être adoptés en priorité par la tante. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est de mettre à égalité dans la loi l'adoption par des couples structurés, hommes et femmes, mariés, engagés, ayant un certain revenu, un certain équilibre psychologique, avec un célibataire ou alors un couple homosexuel. Pour moi, le fait de mettre une égalité là-dedans constitue une négation de choses qui sont fondamentales et naturelles à l'enfant. Je dirais même que cette façon de voir, en réalité, regarde non pas le bien suprême de l'enfant, comme les services sociaux le font habituellement, mais regarde plutôt le bien-être des adultes. Et je dirais que cette loi, elle est dans la perspective actuelle en Europe occidentale, où on vit du carpe diem. Ça veut dire que du moment qu'on n'a pas l'impression de nuire à autrui, on peut chercher partout son bonheur, son plaisir. Or, comme on peut prévoir les difficultés qu'auront les enfants à l'adolescence, je dirais que toute personne sensée ne doit pas postuler pour une adoption lorsqu'elle n'est pas dans un couple, je dirais, hétérosexuel, un couple alliant la complémentarité de l'homme et de la femme. Alors je suis tout à fait conscient que ce débat, il court en Europe occidentale depuis des années. Il suffit de regarder sur Internet et de chercher la charte des droits de l'enfant. Et on trouve en fait qu'il a été écrit plusieurs chartes. Il y en a une qui date de 1959 par l'ONU, une charte des droits de l'enfant le 20 novembre, et où le mot de père n'est même pas cité. On trouve le mot de mère, on trouve que l'enfant doit être confié à sa mère en cas de divorce, on trouve l'expression les parents, mais on ne trouve pas le mot de père cité. Évidemment, ça pose problème, tout ça c'est lié à une certaine période. Et par contre, on trouve une charte des droits de l'enfant qui date de 1989, elle est internationale, elle est signée par tous les pays du monde, sauf les États-Unis qui préfèrent ne pas se lier à des conventions, par principe. Et où là, véritablement, parce que c'est fait en commun par les pays du monde entier,
l'expression le père et la mère est citée 3 fois explicitement. Donc on prend conscience de cette chose naturelle à tous les peuples, à savoir qu'un enfant, on le conçoit à 2 et on l'élève à 2. Est-ce à dire que les lois sur l'adoption homosexuelle s'opposeraient à la Charte internationale des droits de l'enfant? Eh bien pour ma part, je ne suis pas loin de le penser, et en tout cas de nombreux pays le pensent, en disant, d'ailleurs, en regardant les pays où les lois sur l'adoption homosexuelle ont été votées, en disant qu'ils ne veulent plus confier à ces pays-là des enfants pour l'adoption. Parce qu'ils estiment que l'adoption étant déjà quelque chose de difficile pour les enfants, eh bien, ils n'auront pas toutes les conditions pour se structurer comme il le faut. Cette position d'ordre politique que je prends n'efface en rien les considérations psychologiques que j'avais données au début de cette étude, à savoir que, comme on le sait, il y a des choses qui se passeront bien et des choses qui se passeront mal par rapport à l'éducation d'enfants par des couples homosexuels. Il faut bien savoir que l'analyse psychologique est une chose différente de l'analyse par des lois politiques qui font d'une réalité quelque chose de légal, quelque chose qui devient très vite du coup moral. Ça veut dire que on voit souvent que lorsqu'une loi permet quelque chose qui était considéré au départ comme un mal, là en l'occurrence il y a un mal puisqu'il y a privation, je dirais, d'un des 2 parents dans son altérité sexuelle. Eh bien ça peut devenir au bout d'un certain temps, parce que les gens confondent le légal et le moral, ça peut devenir dans la tête des gens quelque chose qui leur paraît être un bien. Alors je voudrais aborder maintenant dans cette deuxième partie la question de l'adoption par des couples homosexuels au plan de la théologie catholique. Alors d'abord, je voudrais manifester que la démarche intellectuelle n'est pas du tout la même. Elle n'est pas fondée pour le coup sur l'expérience, comme je l'ai fait précédemment. Elle est fondée sur la révélation que les catholiques, les chrétiens en tout cas, estiment venir d'en haut. À savoir que Dieu, celui qui a créé l'homme, qui les a distingués entre hommes et femmes, eh bien, il manifeste à travers sa révélation le projet qu'il a sur le couple humain. Et ce projet ne se résout pas, ne se réduit pas à la vie terrestre, évidemment. Si l'approche de la théologie est différente, à savoir elle se fonde sur une autorité qui parle, il n'y a pas d'opposition radicale. C'est du moins ce que saint Thomas pense, saint Thomas d'Aquin, le grand théologien. Puisque Dieu a créé la capacité de l'homme d'observer le monde à travers ses sens. Le monde, il le voit, et c'est le même monde que Dieu, à travers sa révélation, lui manifeste. Donc il ne peut pas y avoir d'opposition radicale entre les deux. Et de fait, si on constate par l'expérience, comme je l'ai montré, que pour faire un enfant, il faut un homme et une femme, et que ce qui correspond le mieux à un enfant, c'est que cet homme et cette femme l'élèvent ensemble, en apportant chacun la grâce qui correspond à son sexe. Eh bien, au plan de la révélation, Dieu dira qu'il a voulu créer l'homme en le séparant en 2 sexes, homme et femme, il les fit, à son image, il les fit. Et ces 2 sexes n'étaient pas là pour se faire la guerre, mais étaient dans une complémentarité au départ. C'était la volonté de Dieu, de telle manière que ce soit ensemble, hommes et femmes, avec leurs différences de psychologie qui sont naturelles et qui sont aussi développées par la culture. Donc que ce soit ensemble, qu'ils soient image de Dieu. Le corps de l'homme et de la femme, dit Jean-Paul II dans une allocution à l'Académie des sciences, il est plus que probablement issu de l'évolution. Ça veut dire que notre corps a été pris par Dieu dans un monde de primates, comme le montre la science actuelle. Il n'y a aucune difficulté pour l'Église à l'admettre. On le constate. Et donc, dans ce corps, qui est un corps de mammifère, il y a les mêmes orientations physiques et psychologiques qu'on trouve chez les mammifères proches de l'homme. Il y a donc une nature biologique et psychologique humaine, de même qu'il y en a une chez les animaux. Par exemple, la première chose qui est évidente,
c'est que le fait de donner la vie, de porter l'enfant, a été exclusivement réservé à la femme. C'est une volonté qui s'impose, c'est ce qu'on appelle une nature humaine. Et pour ce qui concerne l'homme, avec sa force physique, avec son instinct naturel de protection de sa famille et de son groupe, eh bien, il ne porte certes pas la vie, mais il la protège naturellement. Il protège sa femme. Son honneur, c'est de protéger sa femme, de protéger son enfant, et de mettre cette sécurité qui est si nécessaire. Cette nature qui est présente depuis le corps, évidemment, il ne saurait être question de la nier. Cependant, le fait que cette nature biologique et psychique existe n'empêche pas de reconnaître qu'il y a aussi l'esprit qui est présent dans l'homme et la femme. Et l'esprit, lui, il n'est pas en lui-même sexué. Il est libre, effectivement. Même s'il est l'esprit d'un homme ou d'une femme, ça veut dire qu'on ne peut pas faire de dichotomie. Donc je dirais que pour l'Église catholique, le fait qu'actuellement on exalte cette liberté de l'esprit au point de tenter de vouloir nier les autres choses qui sont naturelles, qui s'imposent et qui sont dues pour l'Église catholique au Créateur, à Dieu, eh bien c'est certainement un abus qui fera que le corps et le psychisme se vengera. Cela veut dire que tout en reconnaissant cette spontanéité, cette liberté de l'esprit qui n'est pas soumis aux diktats de la biologie à 100% et aux diktats du psychisme à 100%. Il y a une certaine liberté là-dedans, une certaine souplesse comme je l'indiquais tout à l'heure. Il ne faut pas à l'inverse en arriver à nier leur nature, leur présence. Et donc, aux yeux de l'Église catholique, ce qui était au point de départ voulu, à savoir qu'un homme et une femme donnent la vie à un enfant et l'élèvent, ensemble, comme père et mère. Eh bien, lorsque les circonstances ont fait qu'un enfant n'a pas son père et sa mère, et qu'il est orphelin, qu'il est abandonné, il est évident qu'il appartient, c'est un devoir moral des adultes, de lui redonner ce qui ressemble le plus à ce qui lui est naturel, et qu'on constate au plan philosophique, et ce qui est aussi la volonté de Dieu. Ça veut dire qu'un enfant doit être en priorité adopté, autant que faire se peut, par un homme et une femme qui sont engagés ensemble, qui l'adoptent, qui sont mariés. Pourquoi être mariés? Parce que ça indique par là l'engagement de ne pas se séparer, l'engagement de l'élever jusqu'au bout. Et donc ce père et cette mère vont devenir son papa et sa maman. On sait qu'il y a chez cet enfant qui a subi le destin d'être abandonné, d'être orphelin, il y a déjà quelque chose qui est contre nature. Ce qui est naturel, c'est évidemment qu'il soit élevé par son vrai père, sa vraie mère biologique. Cependant, à défaut, on reconstitue ce qu'il y a de mieux. Et le père adoptif, la mère adoptive, qui remplace la biologie par l'amour, eh bien, c'est ça qu'il faut viser en premier. Donc le fait d'organiser une adoption pour des célibataires, c'est quelque chose qui ne correspond pas de manière parfaite à ce qu'on pourrait faire de mieux pour un enfant. De même, donner un enfant à adopter à des couples homosexuels, eh bien ce n'est pas ce qui correspond de manière parfaite à la nature de l'enfant. Est-ce qu'on peut dire, en théologie catholique, qu'une personne célibataire qui désirerait adopter et qui obtiendrait l'adoption, est-ce qu'on peut dire qu'elle commet une sorte d'imperfection, ce qu'on qualifie en théologie de péché? Eh bien, en réalité, ça dépend des circonstances, comme je l'ai indiqué précédemment. Il est évident que si c'est la tante d'une famille qui a été décimée par un accident de la route, c'est à elle en priorité, même si elle est célibataire, d'adopter les enfants du couple de sa sœur et de son beau-frère. Mais lorsque c'est organisé par l'État, indépendamment de ces circonstances-là, comme étant à égalité avec l'adoption avec un couple impliquant un homme et une femme, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors souvent, pour justifier les choses et pour répondre, les célibataires disent « oui, mais il y a tellement d'enfants à adopter ». En réalité, en Europe occidentale, il n'y a presque pas d'enfants à adopter.
On est obligé de faire des démarches terribles, compliquées à l'étranger, parce que les enfants qui pourraient être adoptables en Europe occidentale sont concrètement la plupart du temps avortés, ou alors ne sont pas adoptables, parce que leurs parents sont en prison, ou alors sont toxicomanes, et les services sociaux privilégient évidemment les liens avec les parents biologiques. On ne les déchoit pas de leur paternité-maternité. Je pense que compte tenu de tout ce que j'ai décrit jusqu'ici, lorsqu'une personne célibataire veut adopter un enfant, eh bien, son devoir moral pour le bien suprême de l'enfant, c'est de trouver un compagnon, si c'est une femme, un compagnon masculin, pour vivre avec et pour l'élever ensemble. Alors il arrive parfois qu'une femme ne trouve pas de compagnon et qu'elle désire adopter justement parce qu'elle n'a pas trouvé d'homme dans sa vie. Mais comment prendre un enfant en charge si on ne peut pas d'abord prendre les moyens pour lui mettre le meilleur nid pour l'accueillir, et ce nid naturel étant la complémentarité entre un homme et une femme. Ce sont des choses qui se posent à la réflexion de chacun, évidemment, parce qu'un enfant, ce n'est pas simplement quelque chose qui va combler son propre bonheur. Un enfant, c'est une personne à part entière, avec une nature. Et donc on ne peut pas mêler ses désirs d'adulte en quête de bonheur et faire de l'enfant un instrument pour son bonheur. En conséquence, je pense que par rapport à la révélation chrétienne et à toutes les religions, et aussi par rapport au bon sens philosophique que j'ai indiqué en première partie, lorsqu'on prend en charge un enfant, un petit enfant, eh bien il faut tout faire pour lui mettre un milieu familial, je dirais naturel, donc un homme et une femme qui vivent ensemble, qui s'engagent ensemble dans un amour d'amitié réciproque, dans une fidélité qui va durer.